attend un peu là, 2 secondes, 3 minutes. Allez, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai mis le téléphone sur un endroit que je n'ai pas l'habitude de mettre, donc je ne sais pas si le son est correct. Si quelqu'un peut me dire qu'il m'entend très bien, ça m'arrangerait. Alors, est-ce qu'on m'entend très bien? Alors, je sais pas. Tac. Je crois que oui. On m'entend très bien là. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, c'est une vidéo que, ce genre de vidéo, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai l'habitude d'enregistrer et de mettre sur ma page YouTube, parce que c'est une vidéo que j'ai envie d'adresser à tout le monde, pas qu'aux Comoriens. Et il y a d'autres personnes qui me suivent sur la page YouTube qui ne sont pas Comoriens. Et elle s'adresse plutôt à ces personnes-là. Mais bon, j'ai un petit souci. Je me suis dit, je vais la faire aujourd'hui sur la page Facebook. Et après, je vais l'enregistrer et la mettre ensuite après sur la page YouTube. Donc, j'ai décidé de parler un peu de ce mouvement Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Parce que d'abord, je suis noir, je vis dans un pays occidental. Et quand je vis dans un pays occidental, je suis susceptible de connaître ce qu'a connu George Floyd ou ce qu'a connu ici Adama Traoré et d'autres victimes des bavures policières. Alors, comme vous le savez, le mouvement Black Lives Matter s'est amplifié avec l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Ça n'a pas vu le jour ce jour-là, mais ça a été amplifié avec ce mouvement-là, avec ce meurtre, un meurtre auquel on a assisté tous. Moi, je l'ai vu instantanément, je crois, une demi-heure après sur Facebook. Et on a tous été touchés parce qu'on s'est tous imaginé qu'on pouvait être à la place de ce noir parce que nous sommes tous des noirs. Voilà. Donc le mouvement s'est amplifié. Aujourd'hui, heureusement, on ne voit pas que des noirs, on voit beaucoup de blancs. Et heureusement, et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que peut-être ça finira par aboutir à quelque chose, parce que je vous rappelle que c'est pas la première fois qu'il y a eu des meurtres aux États-Unis par la police. C'est quasiment une tradition là-bas, des meurtres de noirs, et c'est quasiment une habitude là-bas. Et ici, on n'est pas épargné en France. Même si, on va dire que ce n'est pas la même brutalité, la police française ne dégaine pas directement comme la police américaine. Mais quand même, ici, on est aussi confronté à ce genre de brutalité contre aux faciès, et etc. etc. Vous savez aussi qu'on peut prendre l'exemple de l'apartheid.
les Noirs ont manifesté durant des années. On a vu des meurtres là-bas pendant des manifestations, comment dire, en Afrique du Sud. Et c'est quand le monde s'est approprié le combat des Noirs sud-africains que ça a fini par payer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en voyant tous ces jeunes blancs qui ont conscience de ce qui se passe et qui se joignent à ces manifestations, on peut espérer peut-être voir un changement. Cela dit, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire que, au-delà de manifester contre les brutalités policières, moi, en tant que noir, et je pense que beaucoup de noirs entendent dans ce slogan d'autre chose que la lutte contre les violences policières. Moi, en tant que noir qui vit en Occident, et là je m'adresse aux blancs qui vont voir cette vidéo, parce que je vais la mettre sur YouTube, et je suis sûr que en mettant Black, quand je vais mettre Black Lives Matter, ça va avoir, il va y avoir de gens qui vont venir commenter, comme j'ai eu beaucoup de commentaires quand j'avais fait la vidéo sur le racisme arabo-musulman, sur le racisme arabo-musulman, que j'ai mis sur YouTube. C'est quasiment ma vidéo qui a fait le plus de vues, je ne sais plus, je suis arrivé peut-être à 50 000 vues ou je ne sais plus combien de vues, avec des insultes, des gens qui étaient pour, des débats, des je sais pas quoi, sur YouTube. C'est ma vidéo la plus vue. Donc je suis sûr que là aussi, et la première vidéo d'ailleurs a été partagée, et le sujet est aussi en rapport avec ce que je suis en train de dire ici, c'est-à-dire que ce seul racisme n'est pas que l'apanage des Occidentaux et des Américains, mais aussi on le trouve chez les pays maghrébins, chez les pays du Golfe. Et quand je vois les frères, parce qu'ils ne sont pas tous racistes, même si j'ai dénoncé ce racisme, les frères maghrébins qui sont ici, qui manifestent dans ce mouvement de Black Lives Matter, j'ai envie de le rappeler aussi qu'il y a aussi ce fléau très primaire dans leur pays d'origine au Maghreb, et même dans leur pays, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'origine, mais qui sont nés là-bas, qui sont dans ce mouvement, qui se sentent touchés par ce mouvement, parce qu'ils sont aussi victimes, en tout cas objets des brutalités policières en France. Et donc j'ai envie de leur dire, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas qu'ici, il y a aussi cette violence policière, cette violence raciste dans les pays maghrébins, dans les pays du Golfe. Donc, ce que vous dénoncez ici en tant que brutalité policière, en tant que racisme, parce que vous vous joignez à cette lutte, à ce mouvement, n'oubliez pas que ça se passe aussi dans vos pays. Voilà. Donc, ce n'est pas pour indexer, c'est pour dire qu'il faudra aussi continuer son combat dans vos pays d'origine, hein, parce que là-bas aussi, c'est très dur quand on est noir. C'est aussi très dur dans les pays de vos parents et puis dans vos pays aussi là-bas. Donc je voulais dire que au-delà de ce combat contre les violences policières, beaucoup de Noirs qui s'inscrivent dans ce combat, moi y compris, s'y inscrivent non seulement pour lutter contre les brutalités policières, contre le faciès, les je ne sais quoi, ils luttent aussi pour une vie meilleure, comme le dit la phrase. C'est-à-dire, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Quand je dis la vie des Noirs compte, ce que j'entends en tant que Noir, c'est que la vie physiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me tuer pour rien du tout. Ma vie compte comme la vie d'un Blanc. Donc, ma vie compte. Mais j'entends aussi ma vie matériellement, c'est-à-dire j'ai le droit d'avoir un bel appartement, j'ai le droit d'avoir, si je suis formé, que j'ai les diplômes adéquats, d'avoir un bon job comme toi, jeune de mon âge, j'ai le droit d'avoir les mêmes opportunités, si j'ai fait les mêmes efforts que toi,
j'ai le droit de jouir de la vie de la même façon que toi. Ok? Et je vais être cru. Il faut que vous compreniez que chez beaucoup de Noirs et de jeunes Arabes, de jeunes Noirs qui ont fait l'effort de s'en sortir, qui se retrouvent devant des portes fermées, eh bien, ils ont la rage, ces gens-là. Ils ne comprennent pas. Il n'y a pas que des racailles, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes diplômés dans ces banlieues qui entendent leurs jeunes frères leur dire « Arrête de me saouler, de me dire de réviser mes cours, parce que toi, tu as un master, tu as un doctorat, et tu n'as pas de travail. Pourquoi tu viens me saouler, tu me demandes d'aller à l'école, tu me demandes de réviser. Moi, et toi, mon grand frère, tu es là, tu dors au salon avec moi. Ça fait des années que tu ne trouves pas de travail. Donc l'école sert à quoi? Donc, il n'y a pas que le combat contre les brutalités policières. Les Noirs et les Arabes et les minorités dans ces pays occidentaux demandent de jouir de la vie comme vous, d'avoir les mêmes opportunités, d'avoir les mêmes appartements, d'avoir les mêmes postes. C'est insupportable qu'un jeune diplômé se retrouve dans une entreprise avec des postes subalternes quand il voit un jeune qui a son âge, qui est en haut juste parce qu'il est blanc et qui n'a pas les mêmes opportunités que lui. Et ça fout la rage. Ça fout la rage. Une rage que vous ne mesurez pas et qui est en train d'exploser là. Parce que là, ce mouvement-là, comment dire, c'est une synergie de toutes les frustrations des minorités qui vivent dans ces pays-ci. Donc, pardon, j'ai envie de dire à nos amis blancs que je remercie de se joindre à ce mouvement. Parce que c'est leur présence, leur force qui vont faire que peut-être on va aboutir à quelque chose. Comme je l'ai dit au début, c'est parce que le monde entier s'est approprié le combat des Sud-Africains qu'ils ont fini par avoir gain de cause et gagner contre l'apartheid. Sinon, ils seraient peut-être restés dans leur town quoi? On dit comment déjà? Les towns, j'ai oublié. Voilà, et ça va me revenir. Ils seraient restés là-bas à manifester en dansant, je sais pas quoi, mais voilà, peut-être on aurait continué. Le régime d'apartheid aurait continué à leur tirer dessus et garder Mandela en prison éternellement. Voilà, donc je les remercie de les voir là-dedans, mais j'ai envie de leur dire que ils font partie de la solution, mais ils font partie du problème. La vie des Noirs compte. Ce n'est pas contre les brutalités policières. Le racisme, c'est pas quelque chose d'abstrait. D'abord, on l'a vu là, il s'est concrétisé, donc c'est pas abstrait. Mais c'est pas quelque chose qui est abstrait, contre lequel on lutte. C'est quelque chose de palpable, c'est-à-dire que c'est le refus de louer un appartement. Donc c'est toi, l'autre blanc qui a un appartement qui refuse de le louer à un noir. Donc, si toi, blanc, qui est, comment dire, conscient que effectivement la vie des noirs compte, si un jour tu as un appartement, c'est à toi de faire l'effort, de faire confiance au noir qui vient avec ses documents complets, de lui louer son appartement. C'est à toi de voir qu'il a fait l'effort, il travaille, il a des fiches de paye, mais qui n'a pas les mêmes ancêtres que toi ici pour avoir des cautions de tontons, de je sais pas quoi, d'amis, de parents, parce que lui, il a émigré de son pays, par exemple, il n'a pas tout ce support-là pour pouvoir justifier des ressources nécessaires et avoir un appartement. Tu comprends? Donc, s'il travaille, il a des fiches de paie, ne lui demande pas
des garants qu'il n'en a pas. Un jeune couple qui cherche un appartement, si tu lui demandes des garants alors qu'il n'en a pas, eh ben, il n'aura jamais le live matter, je veux dire, le Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Eh ben, finalement, tu es en train de lui montrer que sa vie ne compte pas. Parce que tu lui dis, si tu n'as pas des garants, ben, je te loue pas. Mais lui, il n'a pas de tonton, il n'a pas de... Alors j'entends aussi, hein, j'entends la critique qui va venir. Oh, il y a aussi des jeunes blancs qui souffrent de ça. Ok, on est d'accord. Mais c'est un peu moins difficile pour eux que pour des jeunes noirs. Voilà, c'est la réalité. Hein, les gens sont un peu plus tolérants quand il s'agit de blancs que de noirs. Voilà, donc il faut entendre, il faut comprendre ce que j'essaie d'expliquer là. Donc, si tu es solidaire de ce mouvement contre les brutalités policières, si tu penses que la vie des Noirs compte, il faut aussi que quand tu es dans une entreprise et que tu as des CV qui arrivent, eh ben, tu traites les CV de la même façon. Et quand vous décidez des salaires en comité, que tu te dises pas, bon, lui, c'est un noir, lui, c'est un arabe, il gueule un peu plus, les arabes en France, donc on va lui octroyer un peu plus d'augmentation. Les noirs, ben, c'est ça aussi le problème. J'ai envie de dire aux noirs qu'on est trop timide aussi. Hein, on nous a souvent... là, je parle des noirs qui ont eu cette éducation conservatrice. Hein. On est souvent dans la conciliation, dans le respect, fais-toi discret. D'ailleurs, quand on voit un noir qui crie un peu trop, on tourne la tête. Voilà, et ça continue pareil quand on va dans des boîtes, on ne crie pas trop, alors que nos camarades arabes, maghrébins, ils ont la gueule, eh ben, ils sont respectés, parce que quelque part, même si on crie contre les Algériens, parce qu'ils foutent le dawa partout, mais ils se font quand même respecter. Parce qu'ils ouvrent leur gueule quelque part. Nous, il faudrait qu'on apprenne à ouvrir nos gueules. Parce que, comme je dis, hein, dans la maison France, hein, pour ne parler que de la maison France, nous, on est aux chiottes. Ok? Les Blancs, peut-être, sont dans la chambre à coucher. Les Arabes dans la cuisine. Nous, on est aux chiottes. Hein. Mais si les Arabes sont dans la cuisine, c'est parce qu'ils gueulent de temps en temps. Ok? Nous, on nous a habitués à rester poli, rester discret, ne pas se faire remarquer. Même si les enfants qui sont nés ici ont abandonné un peu ce genre d'éducation. Voilà. Donc, c'est pour dire à nos amis blancs qui participent à ce mouvement, leur dire attention, ça ne s'arrête pas à la manifestation contre les brutalités policières. Si vous voulez vraiment vous investir dans ce combat pour aider les minorités à effectivement avoir une vie décente qu'ils méritent, parce qu'ils font beaucoup d'efforts eux aussi pour s'en sortir, c'est à vous aussi, dans vos postes, dans vos milieux de travail, dans vos propriétés que vous louez, parce que voilà, vous êtes ici depuis longtemps que les autres qui sont arrivés à deuxième génération, troisième génération, ben, vous avez des propriétés à louer, ben, il faudrait peut-être ouvrir un peu plus les portes pour ça. Voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et là je vais être un peu plus agressif, ok? Le deuxième sujet, parce que de temps en temps, je me mêle à des débats sur des sites comme Yahoo, comme Huffington Post ou je sais pas quoi, ou sur des sites TV. Et là, aujourd'hui, je suis parti me mêler à des débats comme ça, en commentaire, sur une vidéo que j'ai vue aux États-Unis, où on montre visiblement un noir qui est un malade mental, à qui la police crie de s'arrêter pour monter dans une ambulance, parce que ça se voit, soit il était hyper drogué, donc il ne se contrôlait pas, soit c'était un malade mental. Ok, il tournait sur lui, ça se voyait qu'il était malade mental.
Et ils n'ont pas trouvé d'autre moyen de l'arrêter et de le mettre dans l'ambulance. Je pense qu'ils savaient qu'il était malade mental, il fallait l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. C'est la raison pour laquelle il y avait une ambulance là. C'est ce que j'ai compris. Donc, ils n'ont pas trouvé d'autre moyen de l'arrêter ou de le faire monter ou de l'immobiliser que de le taser. Ils l'ont tasé plusieurs fois. Il était par terre encore. Le policier a continué à le taser. Et donc, il y a eu la vidéo sur le site Yahoo, la page Yahoo, et il y a eu en commentaire beaucoup de Français qui sont venus commenter. Voilà. Et je suis parti me mêler à la discussion, au débat. Alors, là, sur les sujets, alors sur ce qui ressortait, il y avait des gens qui disaient, alors, bon, il y en a marre de la victimisation des Noirs. Hein. Vous victimisez beaucoup trop. Voilà. C'est bon, il y en a marre, vous passez votre temps, vous victimisez, à pleurnicher, c'est bon quoi. Alors, moi je lui ai dit une chose, et ça peut aussi se transposer à l'Occident, à l'Europe, hein, à la France. Je dis en quoi les Noirs se victimisent aux États-Unis, parce que là on parle des États-Unis, par exemple. Mais vous pouvez faire le lien avec ici, même si c'est pas les mêmes réalités, mais il y a quand même un lien. Est-ce que c'est se victimiser? Est-ce que c'est un mythe que de dire que les Noirs américains ont vécu des siècles d'esclavage? Est-ce que c'est un mythe? Non, c'est pas un mythe. Est-ce que c'est un mythe de dire que les Noirs américains ont vécu des années de ségrégation jusqu'aux années 60? Jusqu'aux années 60. Il y a eu la ségrégation. Même après la fin de l'esclavage, il y a eu les lois Jim Crow, ensuite la ségrégation jusqu'aux années 60 avec Luther King, Malcolm X, Baldwin, ces gens-là qui ont mené des combats pour que on arrête la ségrégation, c'est-à-dire les toilettes pour les blancs, pour les noirs, le bus pour Rosa Parks, vous connaissez Rosa Parks, qui a refusé de se lever parce qu'il a dit « je m'assois sur le siège, même si c'est réservé aux blancs, je paye le même ticket ». Donc, est-ce que c'est un mythe? Jusqu'aux années 60, c'est-à-dire là on est en 2000, on est en 2020, c'est pas si loin que ça, même pas 100 ans. C'est récent là, ok? Est-ce que c'est un mythe? Allez, l'apartheid en Afrique du Sud. Ok? Est-ce que tout ça, c'est des mythes? Non, ce ne sont pas des mythes. Donc, ce que j'expliquais à cette dame, parce que c'était une dame, un monsieur, hein, parce que le débat était très développé, je lui disais donc, pour toi, pour vous, en l'occurrence, vous considérez qu'après la fin de la ségrégation, tous les blancs, tout d'un coup, sont devenus tolérants. Hein? Tous ces blancs qui étaient contents de la ségrégation, toute la ségrégation dans tous les États, d'Amérique, dans tous les États des États-Unis. Donc tous les blancs qui ont pratiqué la ségrégation jusqu'aux années 60, tout d'un coup on a arrêté la ségrégation. En plus, quand on l'a arrêté, il a fallu du temps aussi pour que certaines choses rentrent dans l'ordre, que quelqu'un puisse pratiquer les mêmes toilettes que le blanc et tout ça. Donc tous les blancs, tout d'un coup, ils sont devenus non racistes, plus racistes, tolérants, machin, tout ça. Donc j'ai envie de dire, ça relève du miracle. Donc rien que ça que tu devrais comprendre que c'est pas de la pleurniche, il y a encore des bribes de cette histoire qui est dans l'esprit de beaucoup d'Américains blancs, encore plus chez ceux qui ont la gâchette facile, qui ont le droit de contrôler, de tirer, soi-disant, si tu refuses de tempérer, de je sais quoi, la police, quoi. Donc c'est ridicule de penser que c'est vouloir se victimiser. Et puis,
Vous pensez que ça arrange les Noirs de vivre dans des ghettos, en difficulté financière, de ne pas s'en sortir, d'avoir peur, de voir son enfant ne pas revenir à la maison parce qu'il va prendre une balle dehors, ou de je ne sais quoi. Donc, ils aiment trop la victimisation qu'ils voudraient rester dans la victimisation pour pouvoir se victimiser, pleurnicher tous les jours. Je ne crois pas que ce soit le meilleur rêve, le meilleur projet pour un Noir. On serait tous contents qu'il n'y ait plus de ségrégation, que chacun ait le boulot qu'il mérite, son appartement, et qu'on n'en parle plus. Même si vous ne voulez pas manger avec nous, ou je ne sais pas quoi, au moins chacun a sa chance. Donc, nous dire qu'on aime trop la victimisation, je ne sais pas quel Noir aurait comme objectif dans la vie de rester dans son coin à se victimiser. Ah, je ne vais pas au boulot, ah, ben, je préfère me victimiser que de trouver un travail. Je préfère me victimiser que de trouver un appartement. Je préfère me victimiser que d'être sûr que mon enfant va avoir une bonne université. Je préfère rester là, me victimiser que... Mais non, c'est ridicule de penser ça. Ok ? La deuxième remarque qui revenait dans cette discussion, c'est de dire, dans ce mouvement Black Lives Matter, c'est de dire, est-ce que vous n'êtes pas gêné de prendre comme emblème des délinquants? Concrètement, il dit que Floyd est un délinquant qui a fait la prison, un drogué, et puis cette dame disait, et puis le type là, celui qui est sur Yahoo, la vidéo de Yahoo, il n'avait qu'à ne pas se droguer, hein, et puis c'est tout. Hein. En d'autres termes, comportez-vous correctement, quoi. Vous n'aurez pas de problème. Hein? Arrêtez de nous saouler parce que des délinquants ont pris des balles. Là aussi, je lui ai dit, et je le dis ici parce que j'espère qu'il y a beaucoup de blancs qui sont dans cette psychologie, dans ce raisonnement qui vont regarder cette vidéo sur ma page YouTube, comme je dis. Alors, déjà, première chose, moi, j'aime bien. Alors déjà, sur l'emblème George Floyd, est-ce que ça ne vous gêne pas? Parce qu'au bout de beaucoup d'échanges, j'ai senti que comment j'argumentais tout ça, et la personne commençait à se calmer. Non, ils étaient trois comme ça. Ils commençaient à se calmer. Au lieu d'invectiver, on rentrait dans un véritable débat, d'échange. C'est ça qui est intéressant avec des gens qui sont avec leur idée reçue comme ça. Des fois, il faut savoir se calmer et aller dans la contradiction. Ce que j'arrive pas souvent, parce que souvent, je ne supporte pas la bêtise et j'ai envie de dire, ah, dégage, sale con, quoi. C'est bon, j'ai pas le temps de perdre avec des gens des écervelés. Il faudrait que je fasse un peu d'effort, hein, parce que des fois, quand je vois de la connerie, des gens cons qui croient que j'ai envie de dire, bah, dégage, sale con, quoi. Vas-y, tu casses les couilles. Bon, mais, excusez-moi. Mais bon, il faudrait que j'apprenne à faire l'effort souvent. Parce que souvent, quand tu rentres avec de la pédagogie, tu arrives à convaincre certains. Donc, j'ai pris sur moi, je contredisais sur Yahoo et tout ça, et je sens que finalement, ils écoutaient ce que je dis et ils cherchent à débattre. Donc, il me pose la question d'une manière posée, là, tout d'un coup, il dit, moi, je voudrais comprendre, est-ce que ça ne vous gêne pas, vous les Noirs, de prendre comme emblème de votre combat des délinquants, c'est-à-dire George Floyd. Pour lui, George Floyd, Adama Traoré, c'était des délinquants. Est-ce que ça ne vous gêne pas dans votre lutte pour soi-disant l'égalité, contre le racisme, contre les violences policières, de prendre comme emblème des délinquants qui finalement, ce qui sous-entend par là, finalement méritent ce qui leur arrive. Hein? C'est pas si... Dans votre communauté, c'est pas si rose. Il y a beaucoup de délinquants, hein. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ben, je dis, tu sais, vous savez, moi je veux pas fuir, hein, ce que vous dites là. D'abord, sachez que moi, je fais partie des gens
qui apportent, qui sont critiques vis-à-vis de leur communauté. Je suis vraiment critique. Je me rappelle qu'une fois, il y a des gens qui me traitaient de Zemmour noir dans mes vidéos. Je me rappelle une fois, il y avait un scandale ici d'une dame avec son enfant, je ne sais pas quoi, qui n'avait pas de ticket de métro. Je ne sais pas dans quelle banlieue. Et au lieu de faire profil bas parce qu'elle n'avait pas le ticket et prendre l'amende et fermer sa gueule et rentrer chez elle, elle a commencé à crier au scandale, il y a eu des problèmes à la gare, machin, des gens qui se tapaient, les autres se sont... Parce que la dame, au lieu, j'ai vu la vidéo, on t'a chopé. T'as pas de... Madame, t'as pas ton ticket? T'as pas ton ticket? Tu fais profil bas, hein? Tu prends l'amende et tu rentres chez toi. Mais effectivement, chez nous, tu vas trouver des gens qui vont crier dans tous les sens alors qu'ils ont tort. Ils ont entièrement tort. Donc, ça m'arrive souvent. Et je pense que ceux qui me suivent connaissent ma critique, parce que moi, c'est dans cela que je me suis inscrit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le danger de l'extérieur, le néocolonialisme, qui est un combat à mener, hein, qui est incarné par cette monnaie du CFA, ce franc comorien, qui est incarné par ce néocolonialisme qui continue surtout dans le monde francophone, dans les anciennes colonies francophones. Et c'est un combat à mener qui est incarné par cette jeunesse consciente africaine qui est à saluer et à encourager. C'est un débat, c'est un combat, je m'y inscris, je participe quand je peux, mais là où moi je m'investis dans le combat contre le mal intérieur, c'est-à-dire nos mentalités, notre façon de voir certaines choses. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas du ressort de l'ancien colonisateur ou de l'extérieur, qui relèvent de nous-mêmes. Et moi, c'est là-dedans que je m'inscris. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit à cette dame, à ces messieurs, que, effectivement, moi, je fais partie de ceux qui sont critiques vis-à-vis de ce qui se passe dans leur communauté. Et je suis d'accord. Même si cette violence-là, qu'on peut constater à ses origines dans le parcage, dans des cités, dans des je sais pas quoi, quand vous mettez des populations pauvres au même endroit comme ça, vous ne pouvez qu'avoir de la délinquance. Mais ça n'excuse pas cette délinquance. Je la critique de la même façon que je critique beaucoup de choses par rapport à nos pays africains et tout ça. On est d'accord. Mais, et je lui ai répondu que, en fait, George Floyd, on ne le prend pas comme emblème. C'est le hasard qui a fait que c'est le énième, c'est-à-dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ok? Avant cela, je vous ai dit au départ, Black Lives Matter n'a pas commencé avec George Floyd. Il y a eu des meurtres avant. Je me rappelle d'un adolescent qui a été tué par un blanc mexicain, là, je ne sais plus comment il s'appelait, parce qu'il avait une capuche. Hein? Le mec, il a été relaxé. Ok? Il a été relaxé. On lui a rendu son arme. Hein? Donc, il y a eu des meurtres précédents aux États-Unis. Ici, en France aussi. Il se trouve que le hasard a fait que George Floyd, c'est la énième victime qui a fait déborder le vase, qui a rassemblé blanc et noir actuellement, et que ça a explosé. Tout simplement. Donc, on ne l'a pas pris comme emblème. Il se trouve que c'est lui, le hasard, a fait que le mauvais hasard l'a placé là, et ça a fait que c'est lui dont on parle aujourd'hui. Et le fait qu'il ait été délinquant, ou le fait qu'il ait fait la prison, n'excuse pas ce selfie de ce policier blanc, parce que je ne sais pas si vous avez vu les images, mais le type, on avait l'impression qu'il posait pour un selfie, quoi. Le cow-boy qui pose son genou, qui pose comme ça, filmé, je suis en train de l'assassiner, quoi. En direct, filmé. Regardez, je suis blanc, je suis fier, Ku-Klux Klan, et je l'assassine. Donc, être délinquant ne vous condamne pas à la mort, sauf si vous avez tué quelqu'un dans des États qui pratiquent
comment dire, la peine de mort. Peine de mort pour laquelle je suis contre. Pourquoi? Parce que si la peine de mort, c'est pour dissuader les gens de tuer, ben, il y a longtemps qu'il y aurait pas de meurtre. Hein. Il y a longtemps qu'il n'y aurait pas de meurtre. Parce que les peines de mort se succèdent partout dans le monde et il y a encore toujours des meurtres. Donc les gens au bled qui crient pour la peine de mort contre les violeurs, pour la peine de mort contre je ne sais pas quoi, les viols continuent dans des pays où il y a la peine de mort. Donc la peine de mort n'arrête rien. Donc c'est un raisonnement qui tient pas. Après, si vous voulez pratiquer une peine religieuse, c'est autre chose. Mais si vous pensez qu'en pratiquant la peine de mort, vous allez éradiquer les crimes, le raisonnement ne tient pas. Voilà. Donc, le délinquant n'est pas condamné. C'est pas parce qu'on a commis des actes de délinquance qu'on est condamné à être tué sans jugement comme ça, en public. Non, c'est juste du racisme. Voilà. Première des choses. Et il faut que je retrouve mon raisonnement. Donc il disait que est-ce que ça vous ne gêne pas de prendre des délinquants comme emblème de vos combats? Et puis il dit, et quand je lui ai dit ça, il m'a sorti, et là il ne faut pas que j'oublie, il m'a sorti. Et quand je dis lu, c'est beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Il y a beaucoup même de noirs qui pensent comme ça. C'est une tentation, même chez nous, de dire, bon, nous aussi, vraiment, il faut arrêter. Le mec, il n'avait qu'à pas voler de scooter. Il n'avait qu'à pas faire je sais pas quoi. Il faut savoir raison garder. C'est pas, on a le droit de s'autocritiquer. Ok? Je suis en train de lire ce livre. Je suis en train de lire ce livre. Et là-dedans, le type explique qu'aux États-Unis, il y a ce courant conservateur dans la communauté noire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de noirs qui passent leur temps à dire il faut revoir nos responsabilités. J'avoue que moi aussi, je m'inscris dans cette logique-là. Mais ce qu'il dit, c'est que, ok, je vais même... il s'appelle Gospi. C'est un type parmi les types qui défendent ce côté conservateur de valeurs noires qui serait perdu et qu'il faudrait que la communauté noire se ressaisisse et que quelque part c'est de sa faute. Il dit, si les appels d'urgence de Cosby en restaient là, c'est-à-dire un credo personnel et communautaire, il n'y aurait pas grand-chose à leur objecter. Mais Cosby oppose souvent la question de la responsabilité personnelle aux revendications légitimes des citoyens américains pour leurs droits. Donc il ne faut pas opposer. Il ne faut pas opposer. Ça doit être parallèle. Ok, on doit se ressaisir, mais c'est pas parce que je dis aux Noirs de se ressaisir de prendre un peu de leur responsabilité que je dois critiquer la lutte des Noirs pour le respect de leurs droits. Comprenez? Il dit par exemple, oui, il dit par exemple, c'est pas parce que les Noirs vont se ressaisir que le système pénal va arrêter de condamner facilement les Noirs. Donc on peut se ressaisir, mais ça ne va pas empêcher le système pénal, le système de condamner les Noirs. Aujourd'hui, on a plus de Noirs en prison que de Blancs. Zemmour dira que justifiera les contrôles faciès en disant, ben oui, les contrôles faciès, il y en a beaucoup parce qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison. Donc on remarque que les policiers contrôlent des Noirs et des Arabes dehors. Parce que sinon, ça veut dire que c'est dans cette communauté qu'il y a cette petite délinquance. Voilà. Donc, ok pour pour la responsabilité. Pour la responsabilité. Comment dire? L'autocritique. On est d'accord. Il dit,
vous n'avez qu'à... voilà, justement, il faut que je retrouve, parce que ça, c'est des sujets... voilà, il faut retrouver son fil. Hein. Donc, ces gens qui étaient dans le débat m'opposaient le fait que, est-ce que ça ne vous gêne pas de prendre des délinquants comme emblème? J'ai déjà apporté mon point de vue là-dessus. Deuxième chose, il disait, bon, de toute façon, il n'avait qu'à pas se droguer. Il parle de... parce que pour lui, moi je pense que c'était un malade mental, la vidéo sur Yahoo. Mais elle ou lui, il pense que c'était un drogué. Qui n'avait plus ses moyens, il avait tellement fumé du shit, il tournait en rond. C'est pour ça qu'il a été... tasé. Moi, je lui ai opposé une chose. J'ai dit, mais moi, je regarde souvent à la télé des émissions sur la police. Exemple. Il y a beaucoup de documentaires pendant le confinement. Là, on n'avait que ça dans des chaînes comme W9, C8 ou je sais pas quoi. Un reportage au sein de la police, de la gendarmerie. J'ai vu tellement de gens ivres, blancs, qui sortaient de fêtes, de je sais pas quoi, qui insultaient la police, qui leur crachaient dessus, qui descendaient les pantalons en montrant leurs fesses, qui font n'importe quoi. Et pourtant, j'ai jamais vu un policier les taser, leur tirer dessus ou les bousculer, mais il les maîtrisait avec méthodologie pour les ramener en cellule de dégrisement ou aller les emprisonner ou je ne sais quoi. Donc, on ne dit pas que les Noirs ne doivent pas être contrôlés s'ils ont bu ou s'ils ont enfreint la loi. On dit tout simplement qu'on demande le même traitement que les Blancs. C'est-à-dire qu'un délinquant noir doit être traité de la même façon qu'un délinquant blanc. Hein? Les malades mentaux, il y en a plein, j'ai vu des malades mentaux blancs qu'on allait chercher dans les appartements parce qu'ils foutaient le dawa, le voisinage n'en pouvait plus. Il y en a, la dernière vidéo que j'avais vue sur la gendarmerie, c'était un voisin qui mettait des haut-parleurs dans son balcon et qui emmerdait tout le voisinage en mettant de la musique. Ben, la police est venue, avec méthodologie, ils ont tapé monsieur. On est d'accord, hein? Vous n'allez plus mettre de la musique, hein? Oui. Hein? On est d'accord, hein? Avec méthodologie et tout. Ils sont repartis. Il a remis la même chose. Ils sont remontés avec une ambulance. Et ils ont fini par le persuader de monter dans l'ambulance pour qu'on la renvoie dans un hôpital psychiatrique. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas certain que ça serait le même traitement si c'était un malade mental ou un déséquilibré mental noir. C'est tout simplement ce qu'on demande en tant que noir. On ne demande pas des faveurs. Et pour finir, je lui disais que quand vous dites vous n'avez qu'à bien vous comporter et respecter le pays qui vous a accueilli. Alors ces deux points-là, je vais les aborder, ça sera la fin de la vidéo. Il faut que vous respectiez, vous n'avez qu'à bien vous comporter. Je reviens encore à ce livre, et c'est la thèse qui est développée dans ce livre, et c'est un super livre, hein. Je ne l'ai pas encore fini, mais il est magnifique. Il utilise le terme de gouvernement noir. Il dit que le bon gouvernement noir, et j'avais mis un passage sur ma page Facebook, le bon gouvernement noir, que ce soit collectif ou individuel, ne vous garantit pas d'être traité de manière égale. C'est-à-dire un homme noir, diplômé, qui se comporte correctement, qui s'habille d'une manière classique, qui parle correctement, qui a un revenu correct, cela comment dire, ce qu'il appelle le bon gouvernement noir individuel, ne l'épargne pas du racisme. La preuve, c'est ce qu'il prend chez Obama. Il dit que Obama, tellement il représentait d'abord le bon gouvernement individuel, formé, gendre idéal, ok, grande université,
ok? Sénateur, machin. Quand il a gagné les primaires démocrates, c'est quoi ce qu'on disait? Bon, il n'est pas vraiment noir, hein? C'est noir, mais pas comme les autres. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'un noir doit être comme ça. À partir du moment où tu ne corresponds pas au noir, au prototype du noir, qui les rassure, hein, dans leur regard vis-à-vis du noir, dans leur traitement du noir, hein, parce que ça les rassure, ils sont incompétents, ils sont incapables de se tenir, ils ne sont pas formés, donc ils ont décidé que c'est comme ça les noirs. Quand tu sors de ce déterminisme, eh bien tu n'es plus un noir. T'es noir, mais pas comme les autres. Il explique que sa femme faisait de la danse classique, hein, de la danse classique, et on lui dit, ses camarades lui disaient, bon, t'es pas comme les autres. Limite, ok, t'es noir, mais bon, t'es noir blanc. C'est une insulte à ses parents, à ses oncles, à ses frères. Donc Obama n'était pas vraiment noir. Ça les rassurait même dans le fait de les lire parce qu'il leur plaisait. Donc il fallait qu'ils s'auto-persuadent que c'est parce qu'il a une moitié de blanc dans son sang. Sa mère est blanche. Hein, alors qu'elle avait une épouse qui était aussi formée, si ce n'est plus que lui. Il dit lui-même que s'il se présentait à un concours ou à un entretien d'embauche avec sa femme Michelle, à 99,9%, c'est sa femme qui aurait le poste. Donc, elle avait une femme qui était formée, ok, qui analysait le monde comme lui, qui était noir, descendant d'esclaves, des enfants noirs, mais non. Il n'était pas vraiment noir, ça les rassurait parce que pour pouvoir finir par mettre le bulletin et les lire. Ok? Donc, ce n'était pas un noir comme les autres. Ok? Mais ça n'a pas. Obama a été élu pourquoi? Parce qu'il y a eu une jeunesse, comme la jeunesse qu'on voit manifester aujourd'hui avec les Noirs dans ce mouvement, qui est parti voter pour la première fois, un vote massif des non-votants. Et puis, il est un peu gendre idéal. Il y a les blancs démocrates, ils ont fini par les lire. Mais les vieux démons de l'Amérique sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'un noir était incapable d'être bon. Obama a remis l'économie américaine à flot. Après une crise de 2008, qu'il a d'ailleurs avantagé dans son élection parce que Bush partant, il allait se présenter avec son opposant, c'était l'autre qui est mort, le vétéran là, voilà, qui était plus dans la sécurité. Il y avait la guerre en Irak, John McCain et tout ça, et puis tout d'un coup il y a l'économie qui arrive, le mec il était nul, et c'est ce qui a fait aussi que cette crise a permis à Obama d'être élu. Un certain nombre de paramètres qui ont fait qu'il a pu être élu. Parce qu'il était un peu plus crédible économiquement. Et les Américains étaient plus préoccupés tout d'un coup par cette crise économique que par la guerre en Irak, en Afghanistan et tout ça. Voilà. Donc il a remis l'économie américaine à flot. Il a fait des réformes. Il a lancé l'Amérique à retrouver une certaine stabilité et tout. Donc, c'est le bon gouvernement collectif. Donc, il y a eu le bon gouvernement individuel, le type il est bon, gendre idéal et tout ça. Et puis aussi, c'est le bon gouvernement collectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme les Blancs ont décidé que un Noir était incapable de gouverner l'Amérique, qu'ils ont décidé que les Noirs n'étaient que des incompétents, et qu'il a démontré le contraire, eh bien, ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas pardonné. La preuve, ils ont remis le prototype, le mec qui correspond à fond
au type de blanc raciste Trump. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Madame, je veux bien que tu dises, comportez-vous bien. Ça vous rassure dans votre racisme. Parce que vous essayez de vous convaincre en disant que si on vous traite comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas bien. Mais c'est pas parce qu'on se comporte correctement, qu'on incarne le bon gouvernement individuel et collectif, qu'on est épargné par le racisme. Là non plus, ça n'est pas vrai. Donc, soit vous assumez votre racisme, ok, madame ou monsieur, mais arrêtez de vous trouver des excuses en disant, de toute façon, si on vous traite comme ça, c'est parce que de toute façon, vous ne savez pas vous tenir. Hein, voilà, hein, parce que vous mettez tous les noirs dans le prototype, et dès qu'il y en a un qui sort, il est plus noir, et quand vous vous rendez compte qu'il commence à démontrer ses qualités, vous finissez par le massacrer comme vous avez remis Trump à la place d'Obama. J'espère que les gens ont compris le raisonnement. Et dernier point, c'est celui, elle a craqué la dame. La dame a fini par me dire, de toute façon, vous n'avez qu'à respecter vos pays d'accueil. Moi, je lui ai répondu, madame, en fait, vous êtes une ignorante. Parce que George Floyd, c'est pas un pays d'accueil pour George Floyd. Son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, son grand-père, ses parents, son arrière sont aux États-Unis depuis des siècles. Donc, dire à George Floyd, et c'est vous-même, hein, parce que les gens qui sont partis aux États-Unis, c'est aussi vos ancêtres blancs d'ici, d'Occident, c'est vous-même qui êtes partis les chercher, les arracher de leur continent et les ramener là-bas. Donc, ils sont là-bas depuis des siècles, vous n'allez pas leur dire, respectez vos pays d'accueil, et puis les Américains là-bas, ils ne sont pas non plus dans leur pays, hein. C'est un pays qui appartenait à des Indiens. Donc voilà, dire à George Floyd, respectez votre pays d'accueil. Non, mais je parle de la France. Je parle de la France, Adama Traoré, tout ça, tous ces délinquants n'ont qu'à respecter leur pays d'accueil. Il faut juste leur répondre que ce n'est pas leur pays d'accueil. C'est pas leur pays d'accueil. Ces délinquants qui nous gênent, même nous, qui sommes africains, immigrés, ne sont pas africains. Je ne veux pas leur enlever leur part d'africanité, mais ils sont d'abord français. Ils sont plus français qu'africains. Ils sont plus français qu'africains. C'est le résultat de votre politique. Cette délinquance, ce parquage, tout ça, c'est vos enfants. Les délinquants français, hein, ce sont les enfants de la France. Ce ne sont pas des Africains. L'Africain émigré qui vient ici rase les murs. Parce que peut-être il est sans papier. Il sait pourquoi il est venu ici, c'est pour trouver un travail, subvenir aux besoins de ceux qui sont restés là-bas. Généralement, il ne fait pas de bruit. Il est au foyer Sonacotra, il fait son petit job, il revient. Il fuit la police, donc ce n'est pas lui qui va se battre avec la police parce qu'il sait que si la police l'attrape, il va le renvoyer chez lui, alors qu'il est venu ici se chercher, comme ils disent. Donc, l'émigré ne fout pas le bordel. L'immigré rase les murs, se fait petit. Et puis il a reçu, ce que je disais au départ, une éducation de discrétion. De discrétion. Hein? Voilà, il ne fait pas de bruit. Hein? Sauf au téléphone, hein? Quand il parle au téléphone dans le métro, il nous casse les oreilles. Mais ça, c'est autre chose. Donc, il ne fait pas de bruit. Ok? Donc, ça, cette délinquance-là, c'est votre délinquance. Et ces enfants-là, ils ne sont pas dans leur pays d'accueil. C'est leur pays. Leur délinquance, c'est le résultat de vos politiques sociales. Ils ne sont pas dans leur pays d'accueil. Ah oui, mais leurs parents sont des immigrés. Ok, mais leurs parents sont des immigrés. Je lui ai dit encore, là aussi, vous êtes ignorants parce que c'est comme... On ne peut pas se permettre d'être une ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, encore qui est encore une puissance néocoloniale. Qui est parti chercher des travailleurs dans les années 60 pour venir travailler et se plaindre qu'il y ait des immigrés dans son pays. C'est du n'importe quoi. Donc, vous allez
colonisé des continents pendant des siècles et vous vous plaignez que ben, y a des noirs dans votre pays, il y a des boubous, il y a des foulards. Oui, mais nous on n'est pas chez vous. Oui, déjà, vous êtes chez nous. Et puis, supposons que vous n'êtes pas chez nous. Eh bien, chez nous, on n'a jamais été des puissances colonisatrices. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de blanc chez moi. Les Comores n'ont jamais colonisé un pays, n'ont jamais colonisé l'Écosse. Les Comores n'ont jamais colonisé la Hollande pour qu'il y ait des Hollandais chez nous. Donc, quand vous colonisez tout un continent, vous vous plaignez ensuite que déjà, il y ait des enfants d'immigrés que vous êtes partis chercher pendant les 30 glorieuses et dans les années 70 pour reconstruire vos pays. Et même aujourd'hui, vous plaignez qu'il y ait des enfants, des gens qui viennent de ces pays que vous avez détruits, comme dirait l'auteur nigérien chinois Achebe qui a écrit Le monde s'effondre. C'est-à-dire qu'un monde connu qui se déconstruit à l'arrivée du colon. Vous déconstruisez le monde connu des Africains et que vous vous plaignez maintenant que ces Africains qui ne savent plus dans quel monde ils vivent parce qu'ils ne sont plus dans leur monde d'avant, ni le monde... Ils ont du mal, comme dirait l'autre auteur Léonora Miano qui l'a dit une fois sur un plateau télé, ils ne savent plus où se retrouver ils ne sont plus dans leur monde d'avant parce que vous êtes venus déconstruire leur monde connu et ils ont du mal à s'adapter au monde qu'on leur présente. Ils essaient de fuir en venant ici parce que peut-être, bon, finalement, s'il faut rentrer dans le monde actuel, vous êtes un peu plus avancé, autant venir ici et vous vous plaignez. Mais non, hein? Il faut assumer toute l'histoire de la France. Toute l'histoire de la France, c'est aussi la colonisation. Et la colonisation a fini par pondre de la présence nègre et de la présence arabe ici. Et cette présence-là a fait que ces gens-là sont aussi chez eux, surtout leurs descendants. Leurs descendants connaissent plus ces pays que les pays de leurs parents. Ils sont chez eux ici. Donc arrêtez de nous dire, respectez vos pays d'accueil. Les immigrés qui viennent ici, les immigrés africains, hein, ils respectent vos pays parce qu'eux, ils se font pétis. Ils rasent les murs. Ils ne vont pas se battre avec la police parce qu'ils ont peur d'être renvoyés. Voilà. Voilà les quelques commentaires que je voulais apporter à ces événements, à ce mouvement Black Lives Matter. Je vous ai dit que c'est une vidéo que je mette sur YouTube parce que c'est là où j'ai d'autres personnes qui commentent. J'avais fait une vidéo sur le racisme arabo-musulman. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, il a eu beaucoup de commentaires d'arabes, voilà. Et je crois que ici, c'est pour ça que je parle à cette communauté blanche. Je vais la mettre sur YouTube pour que... Mais bon, comme je ne pouvais pas enregistrer, je sais pas, il se passe quoi là. J'ai préféré faire un direct, je vais l'enregistrer et ensuite la mettre sur la page YouTube. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde.